toutes et à tous, bienvenue pour ce séminaire Comment impliquer ses équipes dans le pilotage de son établissement, qui fait introduction à notre nouveau kit d'outils gouvernance partagée, dont vous pouvez retrouver le lien dans la barre de chat sur la droite de votre écran. Donc, bienvenue. Au nom de Manageduc, je vous accueille ce soir. Donc, moi, je m'appelle Émilie, je suis personnelle de direction dans la région toulousaine et je suis actuellement proviseure adjointe dans un établissement. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Thibaut qui va se présenter à vous et qui, avec son regard totalement extérieur à l'éducation nationale, nous permettra de faire un petit pas de côté et de prendre un petit peu de hauteur ce soir. Bonsoir à tous. Donc, je suis Thibaut Talayo, je dirige l'hôpital franco-britannique, qui est un hôpital qu'on dit privé à but non lucratif, donc, qui assure une mission d'intérêt général, qui est situé à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir sur ce format très original de discussion avec la communauté enseignante et directeur d'établissement. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure de nos échanges et pour enrichir ceci. Donc, ce séminaire a pour objectif d'introduire, comme je vous le disais, le kit gouvernance partagée qu'on a mis au point. Alors, je dis 11 très présomptueux, j'ai très peu travaillé, mais que de nombreux personnels de direction ont mis au point. Donc, un kit qui a pour but de vous outiller, de vous donner des fiches méthodes, des petites astuces pour partager cette gouvernance dans vos établissements scolaires. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans votre établissement scolaire, comme on n'est pas tout seul dans un hôpital. Et donc, comment nous, Thibaut, éclairez-nous, aidez-nous, comment nous, direction, on peut identifier au sein de nos équipes les relais qui pourront nous accompagner dans notre pilotage, dans les propositions que l'on fait à nos équipes. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant. Évidemment, dans la préparation de cet échange, il nous semblait important de discuter de ce qui se passe dans l'hôpital. On a une situation, je vais faire peut-être un petit brief d'abord de ce que c'est que le monde de la santé. Il y a trois grandes façons de gérer les établissements de santé. Soit on est dans la santé privée et les cliniques, donc le monde des cliniques, et les médecins sont leurs propres employeurs et donc sont finalement complètement autonomes et viennent louer des locaux dans la clinique. Donc, il y a un sujet là plutôt de mise à disposition de locaux. On est assez éloigné des questions de co-gouvernance. Il y a un deuxième monde qui est le monde principal, qui est celui de la santé publique, des hôpitaux publics, où là, finalement, on a des praticiens hospitaliers qui sont nommés sur l'établissement. Et là, on est à l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'effectivement, les chefs d'établissement en hôpital public dirigent l'hôpital, mais ont une communauté de médecins nommés. Et donc, on est vraiment dans une logique, là, pour le coup, de co-gouvernance extrêmement marquée. Puis, il y a une situation un peu intermédiaire qui est celle dans laquelle je me situe moi, et donc j'apporterai l'éclairage qui est le mien, qui est celle d'un établissement privé où on assure le recrutement direct des médecins. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être praticiens hospitaliers membres de la fonction publique hospitalière pour pouvoir travailler chez nous. C'est une petite nuance avec les établissements scolaires où, effectivement, vous êtes dans une situation où les enseignants, je ne connais pas très bien le monde scolaire, même si je travaille pour la Fondation Cognac-G, qu'on a un lycée d'enseignement professionnel à Argenteuil. En tout cas, la connaissance que j'ai du statut des enseignants, c'est qu'ils sont fonction publique, et quel que soit le statut de l'établissement public ou sous contrat, effectivement, il y a une vraie obligation de co-gouvernance, puisqu'effectivement, il y a une relation tout à fait partagée dans la gestion de l'établissement. Alors, sur l'hôpital,
je répondrai s'il y a des questions, évidemment, sur l'hôpital. Souvent, on compare. Il y a des différences avec l'enseignement, et c'est pour ça que je vais aussi les médecins. Bon, il y a effectivement une forte autonomie, un peu comme les enseignants, dans l'exercice professionnel. Donc, nous, en tant que chef d'établissement à l'hôpital, on n'a pas à aller s'intéresser à la façon dont le médecin exerce son art. Et à ce titre-là, on est dans la même situation, effectivement, qu'un chef d'établissement dans le monde scolaire. Pour autant, on a deux éléments qui viennent nuancer cette approche-là chez nous, qui sont, l'existence d'un système qualité intégré. Donc, on a un processus qualité qui vient, lui, identifier des bonnes pratiques médicales et heureusement d'ailleurs, puisque l'idée, c'est qu'on soit soigné avec les mêmes standards de qualité partout. Et puis, une deuxième chose qui fait moduler un petit peu l'approche, et notamment les approches qu'on a en matière de co-gouvernance, c'est l'existence d'équipes. L'existence d'équipes qui me semble être aussi un autre élément un tout petit peu différenciant avec les enseignants, mais qui facilite le travail, puisque on a des chefs de service, on a des leaders médicaux qui sont eux-mêmes responsables et portent une responsabilité d'ailleurs sur leurs médecins en matière de responsabilité médicale. Et donc, finalement, ça réduit de fait le spectre de discussion qu'on a avec la communauté médicale. Souvent, on a plutôt tendance à comparer l'hôpital plus avec le secteur de l'aviation, où vraiment le rapport est à peu près identique, beaucoup de sécurité, beaucoup de standardisation, de procédures, et un pilote dans l'avion, mais qui est intégré à une organisation un peu plus globale. Donc, on fait plus ce parallèle-là que celui avec les enseignants. Alors, toutefois, dans l'hôpital, il y a depuis longtemps l'existence de structures de co-gouvernance qui ont été créées il y a de nombreuses années, puisque très tôt, notamment dans les établissements publics, il y a une demande finalement d'organiser la représentativité des médecins dans l'établissement. Donc, il y a, on va dire, une voix, chef de service, organisation, et puis dans l'hôpital public notamment, il y a organisé, et dans les hôpitaux privés, c'est une obligation. On a des élections d'une commission médicale d'établissement qui vise à représenter la communauté dans l'hôpital, et donc à avoir pour le chef d'établissement à la fois des interlocuteurs chefs de service qui sont aux commandes de l'activité médicale, et puis une communauté médicale élue avec des représentants. Voilà. Et je passe après il y a un troisième bras que vous avez également, qui sont les représentants syndicaux qu'on a de la même façon dans l'établissement. Finalement, la co-gouvernance, elle s'établit sur ces trois piliers: le chef de service, la commission médicale d'établissement, et puis la représentation syndicale de l'établissement interne. Je vois qu'il y a une question. Oui, Alain qui nous dit, qui dit qualité dit évaluation de cette dernière. Est-ce que les critères d'évaluation sont issus d'un travail partagé? Très bonne question, merci Alain. De moins en moins. Alors ça, c'est la frénésie des indicateurs que vous devez peut-être avoir aussi dans l'éducation nationale, mais on a à peu près le même problème chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, mais c'est peut-être quelque chose qui va évoluer dans le contexte actuel, on va dire, on sent qu'il y a un mouvement il y a une demande et puis une volonté de responsabilisation des équipes, parce que un engagement retrouvé, et donc ces histoires d'indicateurs fatiguent beaucoup les équipes médicales. En tout cas, les éléments d'accréditation, de certification, il y a plusieurs types de certification. La certification par la Haute Autorité de Santé, au début, il y avait peu d'indicateurs. Plus on a avancé, plus il y a eu des indicateurs, et donc des indicateurs imposés. Mais c'est un système assez complexe où on a des indicateurs objectivés. Je vous donne par exemple, on est objectivé sur le taux de compte rendu d'hospitalisation qui part à J0, c'est-à-dire il faut que le patient il parte quand il parte avec son compte rendu, sinon
on a des malus. On va, par exemple, être objectivé sur le taux de couverture vaccinale sur la grippe. On va être objectivé sur, évidemment, un volume d'événements indésirables, etc. Bon, il nous reste quand même un peu de marge d'évaluation et d'accréditation interne. Mais maintenant, on est moins dans le déclaratif, on va dire ça comme ça. Il faut des éléments de preuve, il faut prouver que les équipes ont évalué des grilles partagées. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est vrai que dans le système d'accréditation, plus ça va, plus quand même on a moins de marge. Et on va chercher de l'indicateur. Bon, ça, on peut le critiquer, mais évidemment, on rentre dans un schéma où, pour dire qu'on est soigné de la même façon d'un hôpital à l'autre, il faut quand même dire qu'un indicateur de résultats. Le problème, c'est les indicateurs populationnels que vous devez avoir. Je ne sais pas comment ça marche dans l'éducation nationale, mais c'est vrai que, pour prendre l'exemple de l'Île-de-France, je ne sais pas s'il y a une partie de l'auditoire qui est francilien, mais évidemment, quand vous êtes à Avicenne, à Bobigny, les indicateurs de santé publique ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à la HEGP dans le 15e arrondissement. Et c'est un peu le problème, si vous voulez, de ces indicateurs, c'est que l'impact populationnel du territoire n'est pas forcément très, très bien pris en compte pour pouvoir déterminer des bonus, des malus. Là, on rentre dans quelque chose de compliqué à la limite de cet exercice. Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir des discussions. On a des dialogues de gestion avec les médecins, on donne des indicateurs. Bon, je ne vais pas dire que tous les indicateurs les passionnent, hein, mais globalement, il y a quelque chose d'assez admis maintenant dans la communauté médicale. Très bien. Et du coup, les relais que vous avez sont vos chefs de service. Dans l'éducation nationale, mes collègues intervenaient dans le chat surtout, mais moi je trouve qu'on est limité justement par ça. On n'a pas de chef de service. Quand bien même on fait un conseil pédagogique, on va convier peut-être un représentant des mathématiques, du français, un coordonnateur de la matière. Il n'a pas autorité sur ses collègues et du coup, pour retranscrire auprès de l'équipe, il est moins légitime pour manager son équipe après que nous, qui sommes finalement les seuls managers de l'établissement. Donc, c'est un petit peu… moi, je trouve, du moins, dans ma pratique, que ça, c'est un petit peu complexe. Moi, j'ai pris l'habitude de faire des conseils pédagogiques où j'invite tout le monde. Comme ça, ils sont tous là et ils ont tous droit à la parole, mais ça fonctionne que parce que je suis dans un petit établissement. Je sais qu'Alain, qui est dans le public, a aussi un tout petit établissement, donc ça doit marcher aussi. Et je m'interroge sur comment réussir à trouver des relais dans des gros établissements, parmi ces gens qui n'ont pas réellement autorité sur leurs collègues. Oui, c'est vrai que l'effet taille est important, hein, ça c'est évident, et que dès lors qu'on est sur un schéma de représentation, on crée un biais immédiat sur la qualité. Et c'est vraiment, j'ai envie on a un tout petit peu plus, nous, de marge de manœuvre dans le privé pour mettre en place un certain nombre de règles d'organisation. Donc, on a plus de marge de manœuvre que dans l'établissement public, mais les établissements publics ont aussi la possibilité de mettre en place des pôles, des strates intermédiaires, avec des schémas de délégation, des contrats de pôle. Parfois, dans les gros établissements, on va jusqu'à contractualiser avec des ensembles de spécialités médicales pour, on va dire, arriver à un schéma déconcentré de décision. Ça marche parfois, ça marche pas. Je pense que de toute façon, on ne peut pas parler avec tout le monde en même temps. Ça, je pense que tout le monde peut s'accorder sur ce point. Et qu'il vaut mieux passer beaucoup de temps à réfléchir à l'identification des bons interlocuteurs pour pouvoir discuter que de se précipiter dans un schéma de représentation un peu théorique où on va prendre le risque, d'ancrer un fonctionnement de représentation qui dysfonctionne et en plus d'envoyer un mauvais signal
et d'envoyer un mauvais signal aux autres personnes qui n'ont pas pu bénéficier, enfin qui ne se sentent pas bien représentées par les collègues qui sont. Donc c'est vrai que c'est gros biais, ouais. Je vois Ouais. qu'il y a une question de. Ouais, c'est ce que dit aussi Cathy dans le chat, hein. Elle nous dit, je trouve que ce qui est difficile est de convaincre les collègues du conseil pédagogique qu'ils sont bien les représentants de leurs collègues. La prise de décision ne peut se faire qu'à cette condition, me semble-t-il. Oui, il faut que les personnes autour de la table se sentent légitimes de décider au nom du collectif. Oui, enfin, on reproduit des questions un peu essentielles de représentativité dans toutes nos organisations. Je pense que ce qui est le formalisme c'est-à-dire créer des organes formalisés avec des schémas un peu structurés de représentation, c'est prendre un risque de vraiment d'identifier des leaders, parce que parfois on a une opportunité. Il y a une opportunité, il y a un leader, il y a quelqu'un qui est présent, qui a envie de porter un projet, qui a un projet qui est légitime pour les autres. Et finalement, je pense que l'énergie à déployer pour identifier les porteurs de projets qui font sens et d'identifier des leaders, je trouve que c'est. Enfin, pour nous, c'est un point très important, c'est un point de difficulté. C'est-à-dire qu'on voit que soit il y a une compétence de leadership, même dans les chefs de service. Moi, ma vie se résume à peu près à ça. C'est-à-dire soit j'ai d'un côté des leaders assumés, autonomes, qui prennent des décisions et qui viennent me dire, moi qui suis. Alors vous êtes d'anciens enseignants pour la plupart, Oui. ou moi, je ne suis pas médecin. Moi, je comprends quand même un peu le truc depuis un moment, mais en tout cas, je pense que la moitié de mon travail est occupée par des problèmes que j'ai avec des personnes qui ont des problèmes de leadership. Et donc, cette question, elle se reproduit de toute façon de représentativité. Le rôle d'un CA dans l'hôpital public, chambre d'enregistrement et dialogue, qui peut faire avancer les dossiers. Alors, le CA, dans les hôpitaux publics, maintenant, il y a un conseil de surveillance. Et effectivement, le rôle des conseils d'administration des hôpitaux publics ont perdu. Voilà, c'était beaucoup décrié par notamment les représentants de collectivités qui ont un rôle qui est moins important que celui qu'ils avaient pu avoir auparavant. Il y a eu, avec la réforme des agences régionales de santé qui a pris les risques Covid ont été remis en question. Le directeur est noté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Donc, ça a créé un lien de subordination entre l'effecteur et le contrôleur qui a suscité un peu d'émoi. Mais le CA, effectivement, dans l'essentiel des hôpitaux publics, a un rôle quand même pas très, très important, en tout cas dans la trajectoire. Je dis ça, voilà. Les présidents de conseil d'administration seraient évidemment d'un avis différent, mais bon, quand même dans la conduite des projets. Je pense que quand on est sur une commune, tout dépend. Moi, je suis en région parisienne, c'est un petit peu différent au niveau des collectivités. Par contre, l'implication dans une commune donnée en province, je pense à un hôpital dans une commune de 100-150 000 habitants en province, il est extrêmement. Le rôle du maire est beaucoup plus important dans le conseil de surveillance de l'hôpital que dans un hôpital public d'une très grosse agglomération où finalement c'est trop gros pour une collectivité et c'est trop complexe. D'accord. Les responsabilités, ouais. Voilà, ça c'est mon sujet du jour. Je disais, je suis failli arriver un petit peu en retard parce que j'ai dû gérer un problème de co-gouvernance justement avec le fait d'assumer une responsabilité. J'ai un médecin qui a une responsabilité sur une spécialité médicale et qui a débarqué dans mon bureau, voilà, très mécontent en disant que l'institution ne faisait rien pour lui, etc., et qui est arrivé au moment où c'était trop tard, c'est-à-dire au moment où il avait déjà tous ses problèmes et à aucun moment il est venu avec les propositions de solutions. Donc effectivement, en général, quand on a nous des médecins qui arrivent avec un problème, on leur demande ce qu'ils en pensent et comment ils verraient la solution pour eux. Et en général, soit ils l'ont et on est face à quelqu'un voilà, qu'on est juste en train d'accompagner dans un schéma
de réflexion et de mise en action, de libération. Peut-être qu'il a besoin de… Souvent, on a quelqu'un qui n'a pas la solution à son problème et c'est un petit peu plus, évidemment, toujours un peu plus gênant de se substituer. Ça marche réellement pas souvent. On nous demande quelques exemples de pilotage partagé dans l'établissement et une personne qui prépare le concours voilà, et qui est actuellement a priori cadre de santé, qui nous demande si le mode de pilotage entre l'éducation nationale et la santé est influencé par la présence de cadres intermédiaires dans la santé, ce qui n'est pas le cas dans un EPLE. Moi, je pense que ça, c'est effectivement un axe de différence très fort et qui permet… c'est vrai, clairement, on centre notre échange sur la relation entre la direction et les médecins, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas de tout le reste, hein, de la co-gouvernance. Moi, j'évoque surtout les médecins parce que c'est on va dire, ceux qui pilotent vraiment les services médicaux et qui sont en responsabilité. Évidemment, sur l'hôpital, il y a tout le reste, qui constitue d'ailleurs l'essentiel des troupes, hein, puisque c'est à peu près 7 professionnels sur 10 qui sont des non-médecins dans un hôpital, voire 8 sur 10. Et effectivement, l'encadrement de proximité a un rôle absolument énorme dans le fonctionnement d'un hôpital, souvent un peu sous-valorisé en France d'ailleurs. Voilà, je trouve. Ils ont souvent des très grosses équipes avec des injonctions contradictoires entre les objectifs direction et puis le discours médecin. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce que font les cadres de proximité. Et ils sont vraiment au cœur de la machine de la communication avec le reste des équipes et de la qualité de produit. Donc, effectivement, on a le cadre intermédiaire en santé, c'est quelqu'un qui va être aux côtés, voilà, qui a un rôle absolument déterminant. Alors, les exemples de pilotage partagé, en fait, il y a quasiment, on va par exemple partir de l'organisation du bloc opératoire. Il y a une multitude d'acteurs. Si on a envie que le patient arrive à 8 h le matin pour être opéré, eh bien, il faut s'assurer avec l'anesthésiste qu'il arrive à l'heure, que la consultation d'anesthésie soit faite, que la durée de l'anesthésie soit OK, que nous, on puisse mettre en place des moyens administratifs et soignants. Donc, dès qu'on touche de toute façon là, je parle du parcours patient qui arrive au bloc opératoire, tout ce qui est gestion de flux dans l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est finalement ça, hein, c'est un ensemble de flux. Nous, on est là pour gérer les flux et les médecins, ils sont surtout là pour gérer le patient. Et donc, dans le flux, il y a des patients. Et dès lors qu'on parle quel que soit le parcours du patient, on a une discussion sur, au bloc opératoire, sur un temps opératoire, ne serait-ce que pour savoir combien on va pouvoir positionner de patients sur le bloc ce jour-là. Je pense aussi à des situations de soins palliatifs. Hein, sur un autre, on a de pilotage partagé pour déterminer les ressources en permanence. C'est des sujets extrêmement touchy, c'est-à-dire combien d'infirmières faut-il pour accompagner une fin de vie dans un hôpital. Vous voyez bien que là, vous pouvez avoir des avis extrêmement divergents entre celui du médecin, le vôtre, celui du personnel soignant. Vous ne pouvez pas passer à côté, quoi. C'est une obligation absolue de l'hôpital, sinon à la fin, il y a un sentiment… si on impose ce qui arrive, si on impose des choses, on sait que ça va créer de la démotivation immédiate. Après, il y a une façon d'aborder le sujet, de partager des objectifs. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on veut le faire? Qu'est-ce que ça nous apporte à tous? Est-ce qu'on veut tous être engagés dans le projet? Oui, non. Bon, si on commence à dire non à ce moment-là, en général, on va… maintenant, dès lors qu'on a des objectifs partagés et qu'on a une envie partagée, ça marche beaucoup mieux. Et moi, en réalité,
l'essentiel du job se fait à ce moment-là, parce qu'après, ça déroule, on prend plaisir à travailler ensemble, ça discute bien, on se parle aisément, etc. Dès lors qu'on impose des projets, une activité, une cadence, bon, parfois on est obligé de le faire, mais forcément, ça marche moins bien et on en perd un ou deux au passage. Je vais rebondir, hein, parce que l'idée d'imposer des projets qui, du coup, ne vont pas fonctionner, je pense que ça parle à beaucoup de monde dans l'assistance. On sait très bien que dans nos OPLE, si il est difficile d'imposer des projets aux enseignants. Leur liberté pédagogique, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Ils ont envie d'avoir leurs propres décisions, leurs propres projets pour leur classe, leurs propres envies. Mais je pense que nous, on doit faire que ces envies, elles s'inscrivent dans notre projet d'établissement. Si le projet de l'établissement, il a une certaine coloration, le projet qui serait complètement à côté, même s'il est très intéressant, est-ce qu'on se doit de l'accepter ou pas? Est-ce que est-ce que ça, dans les établissements de santé, c'est quelque chose qui peut aussi arriver, un projet d'une personne un petit peu sortie du chapeau et qui n'entre pas dans le projet de l'établissement, quoi. Alors là, ça dépend aussi de la personnalité managériale du chef d'établissement, parce que bon, faut bien se le dire aussi, la co-gouvernance, faut faire avec sa personnalité, et c'est souvent une rencontre, et donc le style va souvent. Moi, dès que j'ai un projet d'une équipe, je le soutiens. Même si parfois c'est pas la priorité, même si parfois, mais aujourd'hui je pense qu'il faut pas être avare d'engagement, quoi. C'est vrai que et quand on a une équipe ce qui est merveilleux dans une équipe, ça va être la même chose pour vous, c'est-à-dire que quand on a une équipe qui parle des projets qu'elle veut réaliser, c'est qu'on est sauvé. Sinon, si on parle d'une équipe de tout ce qui dysfonctionne, on est avec une équipe qui dit tout le mal qu'elle pense de l'institution, des dysfonctionnements, etc., c'est qu'on est à côté. Donc, je pense que c'est un mauvais calcul globalement, même sur un projet qui est un peu périphérique, qui est un peu bon. Il vaut mieux essayer de le retravailler un tout petit peu, mais c'est quand même pour ça qu'on travaille. C'est quand même vachement plus intéressant d'accompagner un projet, même de le réaxer, de le mettre. Voilà, plutôt que de gérer la énième crise de je ne sais quel. Bon, parce que c'est quand même ça aussi la réalité du quotidien des uns et des autres. Oui, plutôt rapprocher le projet que de l'exclure parce qu'il est un peu à la périphérie de ce qu'on voudrait pour notre établissement. Oui, je suis d'accord. Ça permet en tout cas de décider collectivement de ce qu'on attend. Une remarque très pertinente de Virginie dans le chat au sujet des agents-chefs et des CPE qui, eux, sont vraiment des chefs de service et qui vont pouvoir relayer et manager leur propre équipe, soit d'agents, soit de CPE. Mais oui, pour les professeurs, on est parfois face à une attitude de type profession libérale. Oui, il est difficile, je pense, pour nous tous dans les EPLE de manager les équipes enseignantes. Et manque de peau. C'est eux la base quand même du système enseignant. Sans enseignants, pas d'établissement scolaire. Après, vous avez un programme imposé. C'est-à-dire qu'il y a une balance aussi. C'est-à-dire que forcément, si on leur impose un programme, j'imagine que ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire que nous, on ne leur impose pas. Donc, bon, c'est vrai que bon, voilà, ils ont une contrainte par ailleurs qui est de respecter, un programme. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, ils doivent respecter un programme scolaire. Déjà, ça, c'est plus ou moins contraignant dans un temps donné, quand il y a des objectifs d'examen. Voilà, là, les épreuves de bac au mois de mars, leur vie est très rythmée, finalement. Leur vie est très rythmée et ils, souvent, de ce que moi, je vis dans mon établissement, ils n'aiment pas qu'on impose quelque chose dans ce rythme-là parce qu'ils ont des objectifs qui sont déjà venus d'en haut par les programmes, par les inspecteurs, par l'inspection générale. Et si nous, par en bas ou par en haut aussi,
on impose d'autres pratiques, ça fait trop de contraintes. Voilà, je partage l'avis de Cathy, moi. Ça marche pareil chez nous. Il n'y a pas de petit projet. Je pense que c'est important parce que derrière, s'il y a une situation derrière, qu'on a accompagné ce projet, après on peut en accompagner d'autres. Donc la communication, c'est un outil important. Alors c'est un outil important. Maintenant, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien qui marche. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai sur la communication. Nous, on est très équipés, hein, on a des structures internes qui fonctionnent avec la communication interne. Voilà. Le problème de l'hôpital, c'est que c'est quand même très hiérarchisé. On garde un système qui est très pyramidal et qui rend la communication interne complexe, très top-down. Et on a du mal, et je reviens sur les cadres de proximité. Si on n'a pas les cadres de proximité, nous, pour parler aux équipes qui sont dans le service, si elles n'ont pas une bonne compréhension des messages à répercuter et à accompagner, on passe à côté. Voilà, clairement. Et donc, parfois, il vaut mieux une communication personnalisée par petits groupes que des grands messes ou des grands mails. C'est vrai que rien ne remplace la communication orale. Moi, je trouve assez informelle. La présence du chef sur le terrain, moi, ça me fatigue, hein, mais je sais que quand j'ai passé 2-3 mois sans aller dans les services, je sais que je vais le payer sur un certain nombre de messages qui sont pas bien passés. Voilà. Donc, ça, c'est quand même ce qui marche le mieux, quoi, d'aller se montrer de temps en temps et puis d'avoir des échanges informels. Je pense que c'est extrêmement chronophage, mais c'est extrêmement efficace. Une communication de terrain, en fait. Ouais. Et ça, on sait tous, je pense que tous, autant qu'on est ici, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire, que si la moitié de notre temps, on était sur le terrain, dans les couloirs, auprès des enseignants, à évoquer des petites choses. Mais c'est vrai qu'on a tous aussi une charge par ailleurs qui fait qu'on n'est pas tout le temps disponible et disposé pour pouvoir avoir une communication positive sur le terrain. Une remarque de Cathy dans le chat qui donc a un collège sans adjoint, donc elle est la seule manager de son établissement. Conseil pédagogique restreint avec une communication du coup directe, mais effectivement les collègues présents sont conscients de leur rôle de porte-parole auprès de leurs équipes. Je pense effectivement qu'il faut, Cathy a raison, il faut clairement que les personnes présentes à la réunion aient conscience de ce rôle de relais auprès de leurs équipes. Ce qui est peut-être plus simple dans l'hôpital parce qu'ils ont ce rôle institutionnel de manager à leur niveau. Mais nous, je pense qu'on a tout intérêt à leur faire porter cette casquette en les responsabilisant dans ce sens-là, effectivement. Tout ce qui va dans la responsabilisation, dans la conduite de projet. Je pense que l'idée de partir sur des petits projets, moi, je ne crois pas trop aux grands trucs. On perd du monde. C'est vrai que les petits projets, c'est souvent sur des prises de responsabilité sur des petits projets qui vont permettre progressivement d'induire une participation au début petite, puis après un petit peu plus importante. Il y a beaucoup de... Alors, la gestion, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais on sent que parfois un petit brief sur c'est quoi un projet, comment conduire un projet. C'est vraiment, c'est bête et méchant, mais de faire un petit truc comme ça. Parce qu'un projet, je commence par quoi? Qu'est-ce que je mets? Je le fais dans quel ordre, etc. Souvent, il faut leur donner aussi des moyens pour pouvoir prendre des initiatives et savoir dans quel sens les prendre, parce qu'il y a aussi une forme souvent chez les professionnels, enfin nous c'est ça, chez les médecins,
ils aimeraient bien faire plein de trucs, mais bon, ils savent pas comment, ils savent pas. Donc du coup, ils sont rapidement dans l'abandon parce qu'on leur demande de faire des trucs, en fait, ils savent pas comment faire. Oui, par quel bout le prendre. Mais effectivement, dans le kit dont on parlait en introduction, on vous propose, chers collègues de PLE, quelques outils sur comment mener un projet pour que ça soit efficace, des petites fiches, voilà, des fiches outils pour accompagner vos équipes dans la gestion des projets. Parce qu'effectivement, ça peut être vite chronophage aussi, et puis décourageant si on s'enlise un petit peu, effectivement. Ouais, moi je trouve c'est intéressant la remarque de, je crois que c'est Virginie, euh, les approches, les déclarations, c'est vrai que quand on est chef d'établissement, on a envie de aussi partager des réalités voilà, institutionnelles, etc. Mais finalement, faire du feedback de tous les projets et d'arriver à avoir une vision dynamique de ces petits projets, des petits, des moins petits. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, il faut arriver à les capter toutes ces instances pour rendre le. Et enfin, moi, ça fait quand même bon, ça fait 20 ans que je travaille à direction d'hôpitaux, mais c'est vraiment un sujet, conduite de réunion, qu'est-ce qu'on met à l'ordre du jour, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas faux. C'est vrai qu'il ne faut pas trop le négliger. Moi, je le néglige parce que je ne suis pas très bon là-dessus. Hein, c'est pas mon truc, mais je me rends compte à quel point on peut ennuyer certaines fois dans des brassages de trucs institutionnels la communauté, alors que fondamentalement, on peut leur envoyer un PowerPoint s'ils ont envie de le lire, ils le lisent, ou une lettre d'information, et puis les mobiliser sur des projets qui les concernent directement, beaucoup plus efficaces, et finalement, peut-être qu'on a le même résultat, mais c'est intéressant. Ouais. En mode cynique, j'aime bien Oui, j'aime bien la remarque d'Alain en mode cynique. Voilà, doit-on toujours avoir une vision partagée du pilotage et comment partager le fait que très souvent, nous prenons les décisions sans partage. Bon, c'est vrai que des fois, on est obligé de ne pas partager la décision, pas de décider tout seul, et comment on partage aux équipes qu'on a fait preuve d'autocratie. Alors, moi, alors, je vais prendre le cas de mon expérience. C'est plus simple de partager des projets avec des gens que vous choisissez, ça c'est sûr. Donc, on n'est pas du tout cynique, hein, mais évidemment, dans mon expérience, j'ai la possibilité de le faire. Je choisis les médecins responsables et leaders des services médicaux. Je travaille très, très, très bien avec les médecins que j'ai recrutés, que j'ai cooptés, etc., dans l'hôpital. Je travaille moins bien avec ceux qui étaient déjà là quand je suis arrivé. Donc, c'est vrai que la vision partagée, à l'entrée dans l'établissement, je reçois quelqu'un, bonjour, voilà ma vision, est-ce que vous la partagez? Quelle est votre vision? Quelle est ma vision? Est-ce qu'on la partage? Oui, non, oui. C'est royal quand vous rentrez en relation avec quelqu'un dès le départ, vous exprimez une vision partagée, quand vous accueillez un enseignant et que là, bon, c'est vrai que c'est toujours plus difficile quand il y a un phénomène d'acculturation aux idées des uns et des autres et que on est en train d'essayer tout le temps de convaincre des gens avec lesquels fondamentalement, à aucun moment, on a eu un moment de. Alors pour nous, c'est un peu différent parce qu'on recrute et donc on a ce moment de décision et de choix de vision partagée pour avancer ensemble. Mais j'ai eu dans mon expérience, évidemment, beaucoup, beaucoup de fois où on n'a pas la vision partagée. On a pris la décision d'arrêter de travailler ensemble parce qu'on n'avait pas de vision partagée. Et j'ai recruté quelqu'un avec qui j'avais une vision partagée. C'est un peu plus autocratique. Il y a des séquences dans l'organisation qui l'imposent. Voilà, c'est comme ça. On comprenne aussi, nous, nos responsabilités à un moment pour que les choses avancent, quoi. D'accord. Oui, de toute façon, malgré tout, on est le chef d'établissement. Il y a des fois, il est normal de se positionner comme tel et
Bah oui, c'est vrai qu'on ne recrute pas. C'est la grosse différence aujourd'hui avec la situation qui est la mienne et la vôtre. Le C'est-à-dire que recrutement. on ne recrute, mais même quand on recrute, on n'est quand même pas dans un monde où on peut jeter tout le monde, recruter. Il y a quand même des règles et on peut pas dire j'ai plus envie de travailler avec toi, va-t'en, sans que ça ait un impact négatif sur votre image, sur votre capacité à mobiliser le reste de la communauté. C'est quand même il y a une corporation extrêmement forte chez médecins. Et quand vous faites du mal à un Alors, médecin, les autres s'en émeuvent quand même. Donc, je, donc oui, je ne pense pas que le recrutement. Après, ça se voit dans les établissements scolaires, hein, en REP plus, les enseignants, tout comme le chef, tout le monde est recruté. C'est pas sur mutation simple, mais c'est pas pour autant que tout le monde fonctionne en équipe. Dans un monde idéalement bisounours, hein. Il y a toujours des identités qui font qu'il faudra faire avec les différentes attentes des collaborateurs et les différents modes de fonctionnement de chacun des humains qui sont mais vous présents. pouvez juste, vous pouvez refuser une affectation ou pas concrètement En REP+, j'avoue que je ne sais pas. Si quelqu'un dans l'assistance le sait, je veux bien la réponse dans le chat. J'ai jamais enseigné ni travaillé en tant que père-dire en REP+. Je sais voilà, que tout le monde passe des entretiens, mais est-ce que le chef d'établissement peut s'opposer à un recrutement? Ça, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le rectorat Alors, dans la réalité qui gère? actuelle, j'imagine que la réalité pénurique aujourd'hui, bon, fait que ça doit certainement, mais imaginons un monde où il n'y a pas de pénurie, parce que nous aussi on a le problème, hein, parfois on Oui. choisit ce qu'on trouve, euh, mais, mais bon, nous, à chaque fois qu'on a appuyé sur le bouton, je le prends, je sais qu'il n'est pas bon et je sais que ça va pas bien se passer. À chaque fois, ça s'est pas bien passé. Donc quand même, il y a quand même Une quelque logique. chose, une logique qui et j'imagine qu'après, vous l'avez dans vos effectifs et bon, ils sont Ah, répartis. la réponse dans le chat, en REP+, non. Donc, effectivement, on ne peut pas s'opposer. Voilà, un mouvement spécifique dans lequel le chef n'intervient pas, mais mouvement spécifique quand même. C'est un moment important où on partage l'accueil de l'enseignant. Je pense que je ne sais pas comment c'est, mais nous, pour nous, l'accueil du médecin, on fait très attention à ce qu'il ait une bonne information, qu'il soit au courant des projets. C'est un moment important, l'accueil. Oui, oui, oui. L'accueil et permettre aux gens de se sentir intégrés finalement dans une équipe si on veut après pouvoir travailler avec eux de façon voilà, D'accord. collégiale. Il nous reste 1 minute. On va conclure peut-être. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans le chat? J'espère qu'on vous a enfin que Thibaut, parce que moi, pas du tout, mais qu'on vous a permis voilà, de faire un petit pas de côté sur ces questions de gouvernance partagée. Donc, le kit a été publié. N'hésitez pas à prendre connaissance des outils. Il va y avoir un petit atelier de présentation de ce kit dans la foulée, si je ne m'abuse. Voilà. L'idée, c'est de savoir que il est important, je pense, de partager les décisions dans un établissement, quelle que soit sa taille. On n'est pas tout seul, mais parfois, sans être cynique, on est le chef et on doit aussi décider. Thibaut, je vous laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, merci pour l'invitation. Ça montre que je connais assez peu, mais j'ai pris plaisir à échanger avec vous. Je suis aussi, si vous voulez qu'on approfondisse un ou deux points, on peut transmettre les coordonnées mail si vous voulez qu'on ait un échange complémentaire sur ce sujet ou sur d'autres qui concernent l'hôpital. Donc, et une curiosité que vous pourriez avoir complémentaire sur le fonctionnement de l'établissement. Ça marche. Bon, mais merci à tout le monde. Dans un petit quart d'heure, donc Mehdi et Alain, qui sont ici avec nous sur le chat aussi, vous retrouvent pour vous présenter le kit sur lequel ils ont collaboré. Et voilà, merci Thibaut pour ce Merci. moment. Et puis à bientôt sur Manage Éduc ou ailleurs. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.